New products to launch? New people to develop? New goals to crush? Workday Go is designed for small and mid-sized businesses. By bringing HR and finance together on one AI platform, you'll have everything you need to think big, go big, and grow big. And activation is fast. It takes just 30 to 60 business days to get you up and running. Simplify your SMB on an AI platform you'll never outgrow. Workday Go. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Dans cette émission, un mardi sur deux et tous les vendredis, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils y ont été éduqués, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent tout simplement. Je suis Fabrice Florent et mon métier, c'est de faire parler les gens. Je fais parler mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. J'anime des émissions de conversation sur différents sujets, la paternité, la maternité, le succès, les masculinités et bien sûr l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site web fabflorent.com, fabflorent.com. Pour revenir à l'argent, je me suis également formé à devenir spécialiste de la relation à l'argent et j'accompagne désormais des dirigeantes, des dirigeants, des freelances mais aussi des salariés à transformer durablement leur relation à l'argent. Pour en savoir plus, vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'écrire pour me dire qu'Histoire d'argent vous a beaucoup aidé à apaiser votre relation à l'argent et vraiment, j'en suis ravi. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant de l'argent avec votre carte bleue ou en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter qui est dédiée à l'argent et vous trouverez toutes les infos, encore une fois, pour me contacter dans les notes de cet épisode si vous souhaitez passer à mon micro. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est avec Nathalie. Salut Nathalie. Salut Fab. Ça va? Ouais, très bien. Il fait avec une grande banane. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Tu me disais, t'es une ancienne de Mademoiselle, c'est ça? Tu lis Mademoiselle. Ah ouais. T'as 37 ans et tu lisais Mademoiselle. Ça me met, tu sais, à chaque fois un petit coup de jeu, petit coup derrière le crâne. Hein. Je suis là, wow. Non, on prend juste le love, juste l'affection. Bah ouais. Oh, ça nous a toutes beaucoup marqué, hein, Mademoiselle. Merci beaucoup, ça me touche toujours. Tu me disais dans ton mail que tu pensais depuis 1 an à m'écrire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a empêché de m'envoyer un mail? Bah, du coup, j'avais envie de littéralement digérer tout ce qui se passait. J'avais pas envie de voir ce moment avec toi comme, entre guillemets, une nouvelle séance chez mon psy où j'allais me mettre à pleurer devant toutes les réalisations. Enfin, je me dis que ce serait plus intéressant d'être un peu plus apaisée par rapport à tout ça. Et puis en vrai, ça fait 1 an que j'ai encore débloqué plein de choses. Donc en vrai, c'est beaucoup plus enrichissant, je pense, de le faire maintenant que c'est un peu plus... C'est sûr. Et si tu veux, tu reviens dans 1 an, comme ça tu auras encore débloqué d'autres choses. Et comme ça on fait un épisode 2. Ouais. Tu m'as écrit un mail intitulé « Mes parents ne sont plus mes parents, en théorie ». Entre parenthèses, parce que la petite héritière, entre guillemets, compte énormément sur ses futurs héritages. Bon bah voilà, ça pose le décor. Alors, mes parents ne sont plus mes parents, c'est le titre d'un bouquin que je cite souvent dans ce podcast, mais aussi dans Histoire de Daron, qui est un bouquin qui a été écrit par un couple de psychologues, qui s'appelle donc Vos parents ne sont plus vos parents, mais ils ont aussi fait une suite qui s'appelle Vos enfants ne sont plus vos enfants, où en gros ils expliquent que à l'âge adulte, il est temps de réinscrire, de réinventer une nouvelle relation avec vos enfants et en gros et avec tes parents aussi, toi en tant qu'enfant adulte, devenu adulte, et que en fait tu peux tout simplement partir du principe que tes parents sont devenus tes ex-parents et que en fait ils ne sont plus tes parents et que toi t'es devenu l'ex-enfant de tes ex-parents et en gros cette base là, moi que je trouve incroyable, ça permet de pouvoir réinventer une nouvelle relation puisque globalement en tant qu'adulte t'as plus besoin de tes parents nourriciers, t'as plus besoin de tes parents protecteurs normalement quoi. Et pour toi Nathalie alors? Je viens de normalement, mais oui. Mais écoute, en fait je pense que j'ai découvert ce livre, t'en as peut-être même parlé dans le Fab et Mimi Show, je pense. Et je me suis dit ok, maintenant il est temps que je l'achète et que je le lise. Et au fait dès le premier chapitre, dès la première page d'exercice, j'ai vraiment identifié que j'étais dans un comportement anxieux vis-à-vis de mes parents. Ça c'est sûr, que j'étais toujours en quête de vraiment de me faire rassurer que j'étais aimée, peu importe ce que je faisais.
Voilà, bon, ça fait à peu près quand même une trentaine d'années que je pense que je fais énormément de choix de vie qui montrent que je fais des choix de vie pour eux et pas tant pour moi. Donc j'ai été très très longtemps dans les attentes et je continue à déconstruire. Je le vois dans mes mécanismes. Encore aujourd'hui. Oh là là, ouais. Ah bah ouais. Encore cet été, je me suis pris une grosse baffe dans la tronche en me disant oh waouh, t'étais sur ces attentes-là, mais t'en as plus besoin quoi. T'en as plus besoin. Et donc j'ai eu ce moment très important. Vraiment en juin où je suis sortie de chez ma psy et j'ai eu cette première pensée, c'était la première fois que ça me venait, c'était t'as plus besoin de tes parents en fait, même financièrement. Oh Qu'est-ce que ça t'a fait exactement? Pourquoi t'es là? Je me suis sentie libre sur le moment et là je fais parce que vraiment c'est un gros sujet quoi, tu vois, rationnellement parlant actuellement je n'ai tu vois j'ai pas de souci d'argent, je suis confortable, j'ai vendu mon appartement il y a 1 an et donc j'ai cette grande liberté financière, j'en ai bien conscience à l'heure actuelle pour quelqu'un de mon âge. Mais je suis toujours sur des réflexes de ce serait bien plus tard, il y a ça qui va tomber, c'est comme si c'était des soupapes au fait de décompression quoi. Quand tu dis il y a ça qui va tomber, tu parles de quoi? Donc les héritages. Oui. J'ai l'impression une expression qui fait un peu genre le loto, tu vois. Oui, c'est ça. Ça va tomber du ciel, je sais pas. Mais j'essaie vraiment de plus me reposer sur ces espèces de faux sentiments de sécurité au final. J'ai conscience que c'est comme ça que j'envisage. Parce que ça pourrait être juste un sentiment de sécurité. Pourquoi pour toi c'est un faux sentiment de sécurité? En fait, je pense que c'est lié à mes anciens mécanismes qui me donnaient l'impression que c'était une sécurité, mais c'était un peu une cage dorée, tu vois, qui m'empêchait au final de faire des choix en accord avec moi-même. C'était vraiment un faux sentiment de sécurité d'avoir cet argent-là, vraiment. Bon, ouais. On va reparler de tout ça. Mais avant ça, je voudrais te poser les 2 questions que je pose à tout le monde dans le podcast. Et surtout, l'autre chose que j'ai pas dit, c'est que, en fait, et dont on va parler, c'est que t'as fait un burn-out. Et que, en fait, ce burn-out, finalement, tu dis merci de burn-out dans ton mail. Ce burn-out t'a un peu permis, en fait, de, certes, t'effondrer, et ça a sans doute pas été simple pour toi, mais aussi de tout remettre à plat. Et ça, c'est chouette, finalement, avec le recul. Oh oui, vraiment, la meilleure chose. Vraiment, avec le recul, vraiment la meilleure chose. Et t'es en période de reconversion, là, actuellement, c'est ça? Ouais. Donc j'ai quitté mon CDI en avril, parce que je sentais que j'allais repartir. J'allais repartir en burn-out. Enfin, je sentais que j'ai repris les mêmes, tu vois, les mêmes réflexes, en me disant non, c'est un mi-temps, donc c'est pas la même chose. Mais je repartais avec les mêmes peurs. Donc j'ai refait la même chose, et donc je suis revenue. Donc je me dis, ok, on lâche tout. Et donc, en parallèle, ça fait quelques années que je fais une formation en shiatsu. Et je te disais, c'est ça ma vie riche. J'ai cette chance incroyable d'avoir trouvé un truc qui me nourrit, qui me fait du bien, qui fait du bien aux autres. Et donc en avril, je me suis dit, ok, repos. Parce que voilà, des soucis de santé à côté. Donc, repos, shiatsu. Et on se donne les moyens de ce qu'on a vraiment envie de faire. Ce qui est vraiment mon chemin de vie, quoi. Ce que je n'osais pas faire. Donc voilà. Et tout à l'heure, on parlera de la réaction de ta mère quand tu lui as dit que tu allais faire une reconversion en shiatsu, parce que ça en dit long. Et encore, j'avais même pas parlé de reconversion, mais oui, bien sûr, on va en parler. Alors, mais Nathalie, en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque aujourd'hui? Aujourd'hui, ça m'évoque quelque chose de très paradoxal. C'est clairement la liberté. Je le vois, c'est ce qui m'a permis de quitter mon CDI sans me poser de questions, en sachant que voilà, j'aurais pas le chômage avant un moment, mais que c'était pas grave. Donc c'est vraiment un grand moyen de liberté, un luxe vraiment. Et à côté de ça, c'est donc le paradoxe et c'est cette valeur que j'ai envie de détricoter en fait, c'est la sécurité financière, j'ai pas d'autres mots, c'est ce qui fait que ça réconfort. Non, c'est peut-être pas un réconfort, mais c'est comme si t'es là pour nous sauver en cas de problème, quoi. Quand tu dis nous, tu parles de qui?
Ah ouais, de me sauver, ouais, je vais pas parler en nous, ouais. Non, mais je sais pas, peut-être que quand tu dis nous, je sais pas, t'as peut-être une autre idée derrière. Non, je pense que je dis une phrase que ma maman a dû me dire. Je pense que c'est ça. Et à ton avis, elle lui vient d'où cette phrase? Je pense qu'elle lui vient de ses propres parents. C'est mon papa qui m'a dit ça récemment, que donc son beau-père, le père de ma maman, était toujours très prudent et très anxieux vis-à-vis des choix de mon papa qui rebondissait d'un boulot et puis il a monté son entreprise et tout. Pour mon grand-père paternel, c'était quelque chose, on garde un boulot, c'est important d'avoir quelque chose de stable et on ne change pas pour autre chose parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc je crois qu'elle l'a hérité. Pour ton grand-père maternel, donc c'est ça, pas paternel. Oui, c'est ça. Okay. Oui, pardon, c'est t'as ça. dit paternel. Et c'est mon papa qui m'en parlait parce qu'il avait ce rapport. Ouais. Donc ma maman a hérité ça de ses parents. Ouais, clairement, elle me l'a transmis, ouais. Et ça vient d'où, à ton avis, si tu connais un peu l'histoire de tes grands-parents? Mais je sais pas trop, parce qu'en plus, ils sont de la classe, tu vois, petite bourgeoisie. Non, mais ça veut rien dire, tu sais. Ils viennent peut-être d'une histoire où il y a un trauma, tu vois, familial, l'argent va nous sauver, quoi. Tu vois, qui est une histoire qu'ils ont récupérée. Je l'ai pas. C'est pas parce que tu manques d'argent que d'un coup d'un seul, enfin c'est pas parce que tu manques pas d'argent, pardon, qu'en fait dans cette génération-là que tu manques pas d'argent, qu'il n'y a pas d'autres casseroles qui sont venues plus loin dans l'arbre, quoi, sur généalogique. Ouais, c'est possible. Non, malheureusement, j'ai pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont tues, et donc non, j'ai pas les clés de ce côté-là. Et donc l'argent va nous sauver. Quand tu dis l'argent va nous sauver, en tout cas l'argent va te sauver, quoi. T'as cette sensation que l'argent va te sauver. Quelque chose de très immatériel comme ça, hein, vraiment. C'est une notion très abstraite. Je pourrais même pas te donner un exemple, quoi. Au final, c'est un peu angoissant quand j'y pense. Je sais pas pourquoi. Du coup, quand t'en as pas, c'est horrible, t'es foutu, tu vois. Enfin, c'est ça, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, c'est donner beaucoup de pouvoir à l'argent, quoi. Tu vois. Oui. Et très peu de pouvoir à ta capacité à toi, à te sauver toi, quoi, pour commencer. Exactement, exactement, tout à fait. Ok. Nathalie. Oui, et donc en fait, avant ça, pour toi, ça a toujours été la sécurité. C'est-à-dire que parce que tu dis aujourd'hui, c'est la liberté, et le truc que j'essaie de détricoter, c'est un peu moins de sécurité. En tout cas, d'y projeter un peu moins de sécurité. Et en fait, tu me disais que ça faisait à peu près 1 an que tu travaillais sur ta relation à l'argent avec ta psy. Avant ça, pour toi, c'était quoi? C'était beaucoup plus la sécurité ou il y avait encore autre chose? Oh non, c'était aussi un moyen de se faire plaisir. J'ai l'impression que j'y pensais pas tant que ça. Parce que j'avais pas de souci à la fois mettre de côté, mais à la fois dépenser pour des loisirs, des vacances, la bouffe. Donc je pense que, en fait, j'avais l'impression que j'avais un rapport assez serein et peut-être en surface, en surface, c'était pas une question, c'était pas une question à ce moment-là, en fait. Parce qu'il y avait rien de challengeant. J'avais un CDI, ça rentrait, ça sortait, c'était équilibré. J'avais une bonne gestion. Je savais faire du budget, voilà. Mais il y avait rien, enfin, j'ai pas eu besoin d'aller creuser derrière, donc je n'y pensais pas. Il y a un déclic, il y a un truc en particulier qui t'a donné envie de travailler ta relation à l'argent? Ah oui, complètement. C'est ma reconversion en fait professionnelle. Parce que je me suis dit, si je bosse pas là-dessus, je le voyais bien. Tu vois, en première année, en parallèle des cours, on reçoit des gens pour faire des rapports, donner des soins, et il y avait des gens qui voulaient me donner parfois de l'argent, alors que j'avais fait appel, tu vois, sur des groupes d'entrepreneurs, j'avais fait appel à des gens pour qu'ils viennent comme Kobe, quoi. Ouais. Moi, ça participait à ma formation, je me sentais vraiment en équilibre à ce moment-là, et quand les gens proposaient, je voyais bien que j'étais tellement mal à l'aise. Ça n'allait pas du tout. Vraiment. J'étais non, hors de question. Et donc je me dis, qu'est-ce qui t'empêchait de recevoir à ce moment-là? À ce moment-là, c'était vraiment, je me sentais pas légitime dans ma pratique. Là, clairement, je l'ai bien vu. Et puis après, c'est revenu, peut-être au printemps, là, mais avec une amie qui a voulu me payer. Et là, j'ai vu que ça n'avait plus rien à voir avec ma légitimité. C'était vraiment, en fait, oh mon Dieu, quand on échange de l'argent entre proches, ça va venir flinguer la relation. Oh. Ça va venir salir. Ouais, encore autre chose. Ça va venir salir la relation, c'est ça que tu dis? Ouais.
Mais ça s'est très vite débloqué avec elle, c'était extra. Et j'ai directement, ça faisait 1 an que je bossais dessus aussi, donc je voyais d'où ça remontait et tout. Oui. Et je me suis dit, ok, d'accord. Et donc voilà, en amont, je me suis dit, il faut que je commence à en parler en session parce que ça va venir me bloquer avec plein d'autres choses. Et c'est super important, quoi. Super important. Quand tu dis que ça faisait 1 an que tu travaillais là-dessus, c'est que, en fait, tu travaillais entre toi et toi, c'est ça? Tu n'avais pas encore vraiment partagé avec ta psy à ce moment-là? Non, j'ai vraiment commencé avec ma psy il y a 1 an. Ok, d'accord. Parce que tu disais, il va falloir que je commence à en parler en session. Je me disais, ok, ça faisait un petit moment. Il y a 1 an. Je me suis fait cette réflexion-là il y a 1 an. Ouais. Non, pas ça marche. Mais donc, deuxième question. Un petit souvenir d'argent, d'enfance, en rapport avec l'argent qui t'a marqué. Ouais. C'est marrant parce que forcément, j'ai pensé à cette question et je pense vraiment que le premier souvenir qui me vient, alors je crois que j'ai peut-être 6-7 ans et j'aide ma maman à faire des petites tâches ménagères en échange de rémunération. Et en l'occurrence, je nettoie les lavabos. Et pour chaque lavabo, je sais plus combien j'ai en francs belges. Je sais plus, 50 francs belges. Et donc voilà, et je compte le nombre de lavabos et puis elle me donne mes petits sous et je mets ces sous dans ma tirelire Snoopy. Voilà. Tout simplement. Ok. Et qu'est-ce que ça te faisait de récolter ces petits sous et de mettre ces sous dans ta tirelire à l'époque? Je crois que pour moi c'était comme si c'était juste que je le reçoive, vu que j'avais travaillé. Et c'était important que je les mette de côté. Pourquoi? Parce qu'on me l'a dit. Hein. Vraiment, pour le coup, c'est pas quelque chose de naturel, c'est on me l'a dit. C'est important de mettre des sous de côté. Quand tu dis on, tu parles de ta mère notamment, c'est ça? Oui, j'ai pas trop de souvenirs avec mon papa si jeune par rapport à l'argent. Donc ouais, c'est ma maman. Ok, d'accord. Donc c'est peut-être l'occasion de parler un petit peu de tes parents, d'où ils viennent, etc. quoi. Donc tu me disais que ton père à la base, ton père est français, et ta mère est belge, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mon père est monté en Belgique. Je sais pas quel âge il avait, peut-être 25. Et puis il a commencé à bosser là. Il est resté plus de 20 ans. Il a rencontré ma maman. Ils se sont mariés, ils m'ont eu. Et puis au bout de 20 ans, il est resté plus de 20 ans. Et au bout de 20 ans, ils ont divorcé. Il est reparti en France. Et donc voilà, donc j'ai un papa français, mais qui reste encore très belge dans son cœur. Et mon papa, c'est un commercial. Il a bossé toute sa vie. Il a vécu les débuts au fait de l'informatique, tu vois, chez HP, IBM. Il vendait des ordis. Il a fait lui-même un burn-out. Et puis il a repris doucement. Et quelques années après, il a quitté le salariat pour devenir entrepreneur. Il a monté sa boîte, qui a, je pense, super bien marché. C'était quelques années avant le divorce de mes parents. Il l'a revendu bien, je pense. Et puis il est parti et il a pris sa retraite à 55 ans. Et en France, il a refait sa vie et il a monté une association d'aide pour les personnes âgées. Des petits coups de main, tu vois, quand les enfants sont loin, lui il venait, il allait avec mon ex-belle-mère et il y avait de la compagnie pour la personne et puis lui il changeait des ampoules, il remplissait des papiers, enfin donc voilà, il s'est reconverti dans le social après une vie il le dit lui-même, une vie à avoir fait de l'argent, quoi. Et t'as jamais parlé d'argent avec ton père? Parce que tu me disais que de ce fait-là, t'en avais un peu parlé avec tes parents, de la relation à l'argent, etc. Ouais, j'en ai parlé plus tard avec mon père. Il m'a toujours présenté l'argent comme, je pense que c'est le premier qui m'a dit ce mot-là de liberté, quoi. Il m'a toujours représenté le fait qu'il avait énormément travaillé pour s'offrir et pour nous offrir cette liberté à ma mère et moi, de pouvoir faire ce qu'on voulait. Et l'exemple qu'il avait aussi, c'est de pouvoir se casser du jour au lendemain si ton boulot te flingue, de pouvoir vraiment s'échapper librement, sans contrainte. C'était cette notion-là, quoi, qu'il avait et qu'il voulait me transmettre très fort. Ok. Ouais. Et comment dire, t'as la sensation que ça t'a servi, toi? De ce fait-là, tu t'es retrouvé dans un burn-out où comme tu disais, un boulot toxique.
À quel moment, en fait, tu vois, les paroles de ton père n'ont pas réussi à infuser en toi? Et pourquoi, tu crois? Non, mais c'est vrai. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Bah oui, j'ai réussi là récemment, mais c'est vrai que vraiment très bonne question. T'es fort, hein, quand même. Je sais pas, c'est toi qui me dis des trucs, hein, tu vois. Après, moi, j'essaie de... Je sais pas pourquoi ça me fait... Ouais, pardon. Ça me fait monter beaucoup d'émotions. New products to launch, new people to develop, new goals to crush. Workday Go is designed for small and mid-sized businesses. By bringing HR and finance together on one AI platform, you'll have everything you need to think big, go big, and grow big. And activation is fast. It takes just 30 to 60 business days to get you up and running. Simplify your SMB on an AI platform you'll never outgrow. Workday Go. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com. Je sais pas, je pense que nos parents peuvent nous transmettre énormément de choses en parole, mais tant qu'on les a pas, tant qu'on n'en est pas convaincu nous-mêmes, enfin, il va rien se passer, en fait. Je pense que j'avais besoin de passer par ce burn-out pour comprendre, vraiment, mais rien qu'aussi pour réaliser, la résilience que je pouvais avoir, les forces que je pouvais avoir, en fait. Ah oui. Je devais passer par là, clairement. Mon père m'a dit tellement de fois qu'il était fier et qu'il m'aimait, mais je pense que tant qu'on réalise pas sa propre force, qu'on se réalise pas, qu'on trouve pas son... Je pense vraiment que c'est ça. Tant qu'on l'infuse pas, tant qu'on ne le vit pas, on peut être très bien entouré, mais ça va pas rentrer dans la caboche, ça va pas rentrer dans le corps, quoi. Voilà. Dans le corps, surtout, plus que dans la caboche, comme tu dis, hein. Oui. Complètement dans le corps. Et c'est quoi cette émotion alors qui est montée là d'un coup? Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit que ma relation avec mon papa est en train d'évoluer, que je suis en chemin d'être un ex-enfant. Et que lui est en chemin de devenir un ex-parent. Et que j'imagine que ça passe par des phases de deuil, tout simplement. De ce qu'on peut attendre, de ce qu'on peut pas attendre, de ce que du coup c'est pas grave, on va trouver en soi ou trouver chez d'autres personnes. Et voilà. Je pense que j'ai encore eu récemment, tu vois, genre il y a 2 semaines, une réalisation comme ça, quoi. Donc c'est peut-être... je suis encore un peu dans l'émotion par rapport à ma relation avec mon papa. Ouais. Tu veux partager ou... Oui, bien sûr. En fait, c'est vraiment... c'est marrant parce qu'on... Je sais pas si c'est marrant. J'ai exprimé mes besoins. Peut-être d'une manière... Oui, waouh. C'est incroyable. Ah ouais, merci beaucoup. Je suis très fière. Faut continuer, hein, parce que, purée. J'ai exprimé mes besoins. Et peut-être, c'est vrai, d'une manière où... il était peut-être pas en capacité de le recevoir. Tu vois, j'ai fait une note vocale sur WhatsApp, tu vois. Du coup, c'est pas un dialogue, quoi. Donc, j'ai un peu déversé. Je pense que j'avais surtout besoin de présence parce qu'au niveau santé, j'avais, tu vois, une nouvelle poussée inflammatoire vu que j'ai une maladie auto-immune. Et je pense que j'avais besoin de lui dire, j'avais besoin de plus de présence, quoi. Et des réponses à mes messages quand je lui demande, quand je lui dis comment je vais. Et puis j'ai parlé de plein d'autres choses. Je pense que pour la première fois, j'ai parlé du fait que, oui, à cette distance, t'es parti. C'est comme ça, c'est frustrant. Donc, comme quand tu me demandes quand est-ce que je viens, à l'heure actuelle, je peux plus te dire que je viens rapidement. Je dois garder mes forces, voir où je mets mon énergie, mes projets de vie, tout ça. Enfin bon, bref. Donc, j'ai déversé beaucoup de choses. T'avais 13 ans, hein, c'est ça, quand tes parents ont divorcé? Oui.
Donc, t'étais dans une période de vie un peu charnière aussi, quoi. Oui, oh là là, je l'ai pas vécu mon adolescence. Oh, puis là, j'étais une petite adulte comme il fallait. Ouais. M'étonne. Ouais. Et donc voilà, donc j'ai exprimé tout ça, et puis il m'a répondu qu'il méritait pas toutes ces méchancetés, et qu'il était désolé qu'il m'aimait, mais qu'il était désolé de pas m'aimer comme je voulais. Et ce qui est, oui, enfin cette phrase au fait résume ça. Je sais qu'il m'aime, et je sais que, enfin tu vois, là j'ai exprimé mes besoins. Il sait actuellement dans quel état je suis en termes d'énergie et tout. Ça n'a rien changé dans son comportement vis-à-vis de moi. Et donc voilà, j'ai fait, je sais qu'il m'aime, je sais comment il l'exprime, je connais ses ressources, ses moyens. Je sais que si je lui demande de venir, il vient, tu vois. Mais voilà, il aura pas d'autre chose que j'ai attendu, et c'est pas grave. Tu voudrais qu'il vienne de lui-même, c'est ça? Ouais. Qu'il dise, ok, je viens. Ouais. J'aimerais bien. Ou même, tu vois, même pas venir, j'aimerais, tu vois, je sais pas, un message où je lui parle des hauts et des bas au niveau de la santé. J'aimerais un retour, tu vois, un petit message en mode, enfin, il est un peu maladroit parfois dans ses paroles et tout, tu vois, je pense qu'il a pas vraiment intégré que j'ai une maladie chronique et que c'est comme ça, tu vois. Et puis il est pas là au quotidien, c'est difficile au fait à appréhender, même globalement, je pense pour tout le monde, les maladies chroniques. Donc voilà, c'est quelque chose à intégrer pour moi aussi dans notre relation. Et puis ça passe par par beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, et puis après voilà, c'est comme ça. Je suis pas en train de dire c'est la pire personne. Parfois ça m'a blessée, ça m'a fait du mal, mais je sais qu'il a exprimé son amour d'autres manières, et je sais qu'il m'aime, c'est ça le plus important, quoi. Vraiment. C'est marrant parce que comme tu l'appelles mon papa, tu sais, je sens que c'est la petite fille en fait. Je sens que c'est la petite fille qui cherche l'affection et l'amour de son papa. Là où en fait l'adulte, j'ai reçu ce message de mon père. C'est pas pareil. Et donc de venir remettre en avant l'homme avant le papa, tu vois, l'homme avant le père qu'il est, quoi, tu vois. Ça change tout, je trouve, dans la relation aussi, dans la relation de, justement, mes parents sont plus mes parents, quoi. Complètement. Je le vois bien quand il m'énerve, quand il m'a fait chier, quand il m'a déçu, genre mon père, purée, c'est handicapé des émotions, et puis là voilà, j'ai dit papa naturellement avec toi, tu vois, parce que je sais bien que c'est l'enfant qui parle, quoi. Donc voilà. Et alors, pour revenir à l'argent, parce que tu me disais que tes parents t'appellent l'héritière. Ouais. C'est ça? Tu m'as dit héritière, entre guillemets. Ouais, franchement, ben oui, ça arrivait quand même assez souvent, où, au cours d'une conversation, d'une manière ou d'une autre, ils font dire, bah oui, parce que quand même, que ce soit ma maman ou mon papa, forcément, c'est séparé, donc c'est, bah oui, t'es quand même mon héritière. Ou, bon, ok. Oui, en effet, je suis votre seul enfant, donc j'imagine que c'est ça, c'est le terme légal. Mais c'est partie des réalisations que j'ai eues. Je me dis, purée, mais je l'ai entendu souvent, en fait, ça. Très souvent. Qu'est-ce que ça t'évoque? Je sais pas, ça m'évoque vraiment quelque chose de très concret. Oui, à votre mort, je vais hériter de votre argent. Ça m'évoque surtout la mort de vos parents, de mes parents. Ça te renvoie avant tout au fait qu'ils vont mourir, quoi. Ouais. Les gens ne voient pas, mais t'as un regard un peu effrayé. Mes parents vont mourir. Je suis même pas tant effrayée que ça. Je suis un peu, c'est plus un constat. Et je suis, oui, ça va arriver, en fait. T'es à l'aise avec ça? En fait, je peux le dire, oui, que je suis à l'aise. Dans le sens où il y a 3 ans, mon papa a failli mourir, en fait. Il a eu un grave accident de vélo. Et il y a eu la totale, quoi. Coma, hémorragie pulmonaire, crise cardiaque, et puis voilà, il s'en est merveilleusement bien sorti. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Un grand costaud, sa force de vie très très forte, mon papa, vraiment, c'était incroyable. Mais donc j'ai été confrontée à ça, à cette possibilité de le perdre, avec toutes les émotions qui vont avec. Et donc là, en envisageant la mort de mes parents, c'est quand même très bizarre de le dire, je remarque que je baisse la voix, que je ralentis le rythme. En tout cas, ça me provoque pas spécialement d'angoisse. C'est quelque chose qui va arriver.
c'est comme ça. Et pourquoi tu ralentis le rythme alors? Je ne sais pas. Sûrement des choses encore bien profondes qui ne sont pas encore... Non, si. Je sais pas, je connais personne qui évoque joyeusement, avec sérénité, au fait, le décès de leurs parents. Enfin, je pense que c'est... joyeusement, il y a une différence entre joyeusement et avec sérénité, c'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Tu peux évoquer la mort de tes parents avec sérénité, sans que pour autant que ce soit un moment joyeux. C'est vrai. La nuance. Les deux vont pas ensemble, quoi, tu vois, c'est tout. C'est juste que tu peux séparer les deux sans aucun problème, quoi. C'est vrai. Parce que pour toi, ça veut dire que si tu le vivais avec sérénité, ça voudrait dire qu'il faudrait que ce soit joyeux. Donc en fait, est-ce qu'il y a une part de toi qui t'empêche de le vivre avec sérénité? Tu vois ce que je veux dire? Ah non, je le réalise même pas comme ça. Ok. Non. Bon, d'accord. Tu me disais aussi dans ton mail que ton père, que t'avais une relation très fusionnelle avec ta mère, et donc que ton père se sentait un petit peu comme la troisième roue du carrosse. Et bizarrement, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de ton père, un peu moins de ta mère. Est-ce que tu pourrais me dire en fait à quel point à quel point ta relation fusionnelle avec ta mère a marqué aussi peut-être ta relation à l'argent? Oui. En fait, cette relation fusionnelle, elle s'est détricotée vraiment dans la souffrance. Parce que là, c'était au moment de mon burn-out, où j'ai coupé les ponts pendant 1 ou 2 mois parce que... J'allais dire, c'est toi qui l'as détricoté en plus, donc c'est pas un truc qui s'est fait naturellement, quoi. Ah non, mon Dieu. Et encore là, je dois maintenir une distance. C'est nécessaire. Parce qu'il y a... Ma maman sera... Non, ma mère se voit toujours comme ma maman. Ça, je ne crois pas que ça pourra changer. Mais bon, attends, pour revenir quand même à ce que tu me demandes, jusqu'à 20-25 ans, avec ma mère, on était non-stop en contact. Et je crois qu'on parlait toutes les deux souvent en on est très proches. On s'était construit comme une identité où au final, j'étais un peu son double, quoi. On est toutes les deux très sensibles, on aime toutes les deux l'art. Ah, tiens, t'as trouvé un boulot en reconversion dans le domaine médical comme moi. T'aimes les langues comme moi, blablabla. Enfin bon, donc il y avait quelque chose quand même de très... C'est elle qui ramenait ça, quoi. C'est ça sans arrêt. Ok. Ouais. Il y avait besoin d'avoir ce miroir, quoi. Oui, très très fort. Okay. Ouais. Et on a vécu, tu vois, toutes les deux très longtemps, hein. Même, mon papa bossait beaucoup avant, tu vois, le divorce de mes parents et tout. Enfin, je le voyais un peu le soir, un peu le week-end, mais même ma relation, mes souvenirs d'enfance, c'est avec ma mère, quoi. Et pareil après le divorce, on était toutes les deux, quoi. Et j'allais voir mon père, voilà, de temps en temps pendant les vacances scolaires, mais on a vraiment formé une espèce d'entité. Et donc du coup, je crois que j'ai pompé beaucoup de ses peurs, beaucoup de ses croyances. D'où voilà mon rapport à l'argent en apparence serein quand je ne veux pas y penser, mais au final très anxieux, très anxieux. D'où l'importance d'avoir un CDI, d'être stable, de mettre de côté. Bon, après elle m'a aussi montré qu'on pouvait en profiter via des vacances, via des restaurants. Mais oui, je l'ai pompé comme ça, je pense, ça c'est sûr. Et tu me disais qu'en fait, t'avais globalement assez hérité d'une peur de ta mère qui était de ne pas être comme il faut. Et tu me dis, je sais pas trop ce que ça veut dire être comme il faut, mais je te parie qu'il y a du contexte, catho, culpabilité, devoir, sacrifice derrière. Mais oui, parce que ça veut dire quoi, pas être comme il faut, alors? Mais je pense que ma maman est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance au cadre, aux conventions, aux traditions. Ce qu'elle a hérité elle-même de sa propre maman, hein. Ça c'est vraiment c'est un peu classique, j'imagine, mais ça voilà, il y a des exemples et je le vois que maintenant que que je mène ma vie, en fait, avec mon rythme, que j'exprime mes besoins,
que tu vois, je commence un parcours depuis quelques années dans le bien-être. Je m'éloigne de son chemin à elle. Et il y a une incompréhension qui dépasse juste le fait que je ne connais rien, par exemple, au domaine du bien-être et je me sens un peu larguée. Il y a une incompréhension de mon Dieu, mais tu fais un truc qui n'est pas du tout traditionnel. C'est très problématique. Voilà, tu vois, par exemple, je suis partie une semaine là en juin sur un bateau pour aller nager avec les dauphins, faire de la réflexologie, faire des constellations familiales. J'ai vécu un voyage intérieur incroyable pendant cette semaine, c'était extraordinaire. Et je lui en ai parlé au téléphone après, et elle a quand même réussi à me demander, en rigolant, parce qu'elle marche sur des œufs depuis quelques années, elle a très peur que je m'éloigne encore plus, je pense. Et elle m'a demandé si c'était pas une secte. Voilà. Attendez. Là, tu vois. Et tu lui as répondu quoi? J'ai exprimé de la colère. J'étais très fière de moi. J'ai fait non maman, c'est pas une secte. Vraiment, est-ce que tu crois que je suis capable de rentrer dans une secte? Ça s'appelle du bien-être et du développement personnel. Bah c'est vrai quoi, ça m'énerve parce que c'est une partie, tu vois. Ah ouais. Bah faut lui dire que c'est quand même pas mal une secte aussi, le catholicisme. Ouais. Si on regarde comme c'est vrai, j'y pensais. Ouais, non, c'est vrai, tout à fait. Ouais, c'est pas pour foutre la merde entre ta mère et toi, tu vois, mais si tu veux, c'est toujours intéressant de voir les gens qui sont très, bercés dans les religions, on va dire, classiques, venir questionner justement le fait que tout ce qui peut être développement bien, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de secte et que des sectes existent, quoi. Bien sûr que les sectes existent, mais de venir tout de suite poser la question alors que toi-même t'es emberlificoté dans tes croyances, dans des dogmes, etc. Je trouve ça toujours intéressant, quoi. Et bon, je viens d'une éducation catholique, donc je sais de quoi je parle, hein. Voilà. Oui, surtout qu'en plus, je trouve que c'est encore plus, tu vois, elle est croyante, mais pas pratiquante en plus. C'est un peu comme, ça a toujours été comme ça, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a même pas quelque chose de très profond derrière, quoi. Donc, non, il y a pas de remise en question, mais j'imagine comme plein de gens, quoi, tu vois, d'une manière générale. C'est comme ça, quoi. Ils sont. Voilà. Mais est-ce que tu arrives à voir aussi que quand elle te pose cette question, elle essaie aussi d'exprimer des peurs qui lui appartiennent? Bien sûr. C'est ça. C'est plus facile depuis quelques années de détricoter les réactions de ma mère, vraiment. Comment t'as fait? Je pense ici à toutes les jeunes femmes qui ont peut-être des relations fusionnelles avec leur maman, parce que en même temps, comment dire, pour avoir interviewé pas mal de daronnes, tu vois, de mères, je me suis rendu compte à quel point, en tant que père, on n'avait aucune chance. Tu vois, parce que, et je dis pas ça de façon un peu fataliste ou, tu vois, posture masculiniste ou je sais pas quoi, c'est juste. Non, pas toi. Tu sais, on s'en fout. À un moment donné, juste les gens, ils projettent ce qu'ils veulent, mais juste d'avoir quand même, à un moment donné, en tant que femme, moi, c'est un truc dont je me suis rendu compte, c'est que tu sors de tes tripes et de tes entrailles un être vivant, quoi, tu vois. Et je crois qu'en tant que mec, c'est impossible de comprendre. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais faut que ça descende dans les cellules, etc., dans le corps. Là, typiquement, tu vois, moi, mes cellules, elles sont là. Je crois que je ne sais pas, et je ne saurai jamais, et je vais même pas commencer à venir dire, je peux commencer à comprendre, quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Donc ouais, je peux comprendre aussi, tu vois, qu'il y ait, pour des femmes aussi, ce besoin, tu vois, à un moment donné, de se dire, cet être-là sort de moi, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, venir couper le cordon, c'est super dur, quoi. Mais oui. Mais évidemment, surtout qu'il y a un contexte autour de ma naissance aussi qui est super compliqué. J'étais un peu le bébé étoile, tu vois, après un décès. J'ai eu ma naissance, ça aussi, ça a été un peu dramatique et tout. Donc je comprends en fait tout cet amour, toute cette peur. Je l'entends complètement. Et pour répondre à ta question, la thérapie, hein. C'est vrai, c'est comme ça. Ça fait 10 ans que je vois ma psy, et ça a commencé avec ma relation à ma mère. Hein. Ah ok. Oui, c'est parti de là, quoi. Où je voyais bien, tu vois, elle est tombée dans les escaliers. Donc elle a été fort dépendante pendant tout un moment. Tu sais, tu t'es pété il y a pas longtemps. Pas de quoi tu parles. Pardon, on n'en parle pas. Mais donc, si, on donc il y a eu.
Mais donc tu vois quoi, enfin, ce truc vraiment de dépendance physique à l'autre et moi j'ai basculé dans cette période-là à la fois comme aide infirmière à domicile, psychologue. Plus sa fille, c'était et en plus à un moment je trouve vraiment c'est quand même intéressant parce que tout est parti de là. C'était le jour où j'emménageais avec mon ex. C'était la première fois que je quittais le nid familial. Elle s'est pété la tronche dans l'escalier en portant mes valises. Ah, je te vois, tu vois, c'est dingue. Hein. Incroyable. C'est dingue. Ma psy m'a dit, vous savez, le corps nous fait faire des choses quand même incroyables dans des circonstances incroyables. Et je dis mais non. Elle fait bon, vraiment, je trouve que c'est quand même assez intéressant ce qui s'est passé. La coïncidence mérite d'être soulignée, quoi. C'est fou. C'est fou. Et quand j'ai reçu l'appel, tu vois, de l'hôpital, j'ai ressenti une colère dingue. Et je me suis dit, ok, on va aller voir pourquoi là. Pourquoi le fait qu'on m'annonce que ma maman a chuté dans les escaliers me provoque cette colère. Nathalie, pas ma maman. Ma mère. Parce que là, c'est pas la petite fille, tu vois. Typiquement. Non, clairement, c'est vrai. Là, c'est la jeune femme, tu vois, qui est là. En fait, ok, à un moment donné, cette personne qui est une femme, à la base, hein, qui est aussi ma mère. Oui. Elle est en train de elle s'est pétée, inconsciemment, certes, tu vois. Oui, bien sûr. Mais la conscience peut faire des choses dingues. Oh oui. Ce qui a mené, au début de ma thérapie. De ta thérapie. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, toute expérience est valable. C'est-à-dire que vraiment, si ça t'a mené en thérapie, finalement, pourquoi pas. Mais complètement. Oui. Non, et donc le jour où tu annonces à ta mère que tu décides alors pas de te lancer en plus dans le shiatsu, juste de faire un week-end, c'est ça, d'initiation dans le shiatsu. Un week-end d'initiation, ouais. Qu'est-ce qu'elle te répond? Elle me dit, mais le shiatsu, c'est pas remboursé par la mutuelle. Et donc, et à ce moment-là, je mets pas trop de doigts dessus. Je me dis juste, c'est la charrue un peu avant les bœufs, là. Enfin, je vais faire un week-end d'initiation. Je sais même pas si ça va me plaire et tout. Mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus spécialement. C'est plus tard, je pense. Je pourrais pas te dire quand, mais j'imagine on parlait de ma mère et d'argent et de shiatsu avec ma psy. Et je me suis fait, mais au fait, ma maman m'a dit ça. Ok, elle projetait ses propres peurs sur moi et sur ce domaine, voilà. Qu'elle ne connaissait pas, et c'était autre chose que un CDI, c'était autre chose que le statut d'employé, et du coup ça faisait peur parce que les gens ne seront pas remboursés pour les soins que tu vas donner, et donc ça veut dire qu'ils ne viendront pas, et donc tu n'auras pas d'argent et tu finiras sous les ponts. J'exagère, j'extrapole, mais c'est tout ça derrière. Hein? C'est tout ça derrière, comme tu dis. Et est-ce que tu as la sensation que de ce fait-là aussi, le fait qu'elle vienne te dire inconsciemment, en fait, tu vas pas réussir à gagner de l'argent avec cette activité, ça t'a empêché de pouvoir commencer à recevoir de l'argent dès ta formation, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un t'a proposé, comme tu disais tout à l'heure, spontanément, de te donner de l'argent, et t'étais là, au secours, non, pas du tout. Est-ce que t'as la sensation que le lien, c'est là que le lien se fait? C'est possible, en fait, parce que justement, quand, à un moment, j'ai vraiment exprimé, j'ai exprimé à ma mère, en fait, est-ce que tu me prends pour une incompétente? C'était dans le cadre de ma maladie, parce que tu vois, elle avait pris des rendez-vous médicaux à ma place sans m'en parler. Juste après mon diagnostic, elle savait ce qu'il fallait faire et tout, pendant que moi, je m'occupais très bien de ma vie. J'avais pris mes rendez-vous chez les professionnels et tout. Et donc, au bout d'un moment, alors qu'elle ne me demandait pas ce que je mettais en place, elle faisait des trucs de son côté, elle me rajoutait de l'anxiété. Mais comme si c'était pas possible, j'ai fait, est-ce que tu me prends vraiment pour une incompétente, au fait? Parce qu'au final, ton manque de confiance, peut-être global en toi, en la vie, se projette sur moi aussi. Et donc, évidemment, que je l'ai intégré au fur et à mesure, cette peur qui fait que, il va se passer plein de choses et tu n'as pas les ressources nécessaires parce que la vie peut faire très peur. Il peut y avoir des grosses épreuves. Et donc, oui, je l'ai intégré dans mon corps depuis des années et qu'au fait, je n'ai pas ces ressources suffisantes. Alors, c'était pas dit texto comme ça, quoi, mais je le sais que, au fond de moi, je travaille sur cette confiance en moi, sur mes ressources, mes capacités, quoi. Donc oui, évidemment. Toute la place qu'elle prend, l'air de rien, c'est de la place qu'elle t'empêche de prendre aussi, quoi. C'est exactement. Ça aussi pour moi c'est un des trucs les plus durs à faire en tant que parent, c'est-à-dire de lâcher la grappe de tes enfants et de leur laisser prendre la place qu'ils ont besoin de prendre en tant qu'adultes, quoi. J'étais surprotégée, ça c'est sûr.
c'est sûr. Enfin... Mais il y a une part de toi que ça, jusqu'à un certain point en tout cas, que ça a arrangé, j'imagine. Oui, bah c'est toujours très confortable. Hein. J'imagine, déjà, c'est ce qu'on connaît. Donc, ce qu'on connaît, c'est confortable. Et puis, c'est quand on se rend compte au fait que le confort nous amène à prendre des décisions pas du tout alignées, juste parce que on connaît et que du coup, ça nous va. C'est à ce moment-là qu'on voit que notre cerveau, avec ses tendances à vouloir nous protéger à tout prix, à ce qu'on survive, enfin, c'est des réflexes reptiliens, quoi. Il veut notre survie et donc il nous laisse dans des carcans qu'on connaît, mais grande nouvelle, on n'en a plus besoin parce qu'on n'est plus des bibous et on peut très bien s'en sortir. Il y a rien de la peur. Ma psy me disait c'est quelque chose toujours de très impalpable et qui est éternel. Nos plus grandes peurs, on a l'impression que c'est un état qui ne va jamais s'arrêter. Elle m'a parlé de ça, notamment dans ma plus grande peur, disons, je n'arrive pas à développer mon shiatsu, je vais dépenser toutes mes économies et finir sous un pont. Je disais ça en rigolant. Elle fait, oui, donc cet état, pour vous, ça va vous mener à ça, et ça ne va jamais s'arrêter, alors qu'au fait, vous savez très bien, concrètement, vous savez bien que vous réajusterez vos besoins. Oui. Mais la peur est éternelle. T'es convaincu de ça ou pas? Non, pas du tout. Ah, ok, pas d'accord. du tout. Non, quand tu m'as dit la peur est éternelle, comme si c'était une. Non. Oui, c'était le concept de nos peurs, c'est que ce dont on a le plus peur va durer pour toujours. C'est ça qui la rend impalpable et j'imagine, qui nous fige parfois. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Nous fige la plupart du temps d'ailleurs. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, une fois qu'on a compris que nos peurs, alors je parle pas des peurs ok, il y a un lion dans la rue, il faut qu'on se barre, quoi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur la peur là ces derniers mois. En fait, la peur est vraiment un film qu'on se raconte, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc que notre mental, à un moment donné, sur lequel vient cristalliser une émotion. Et d'un coup d'un seul, c'est parti, quoi. Petit film, studio hollywoodien, ça part vraiment en cacahuète. Ouais. Et c'est incroyable. Et en fait, il y a rien qui peut l'empêcher de continuer son petit cirque tant qu'on n'est pas revenu justement à notre corps, tu vois. C'est marrant de revenir justement au moment et de venir dire non, mais attends 2 secondes, calme-toi. De foutre la paix, de le faire éteindre le mental, quoi, tu vois, de le faire baisser, le volume. Je vois que tu oscilles du chef, oui, ça te parle? Mais oui, complètement. Complètement, je le vois bien quand c'est des réflexes que je prends maintenant quand le cerveau s'emballe. Je reviens à la respiration ou je vais faire des étirements juste 10 minutes et on revient encore. On va marcher, peu importe. On revient à maintenant. Il n'y a que maintenant qui compte. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com. Trop bien. Bon, pour reparler de cet héritage et de donc tu me disais quand tu m'as écrit ce mail que tu décidais de te lâcher la grappe jusqu'à la fin de l'année pour te reposer et surtout pour lancer ton activité de shiatsu thérapeutique à domicile. Oui. Et en fait, tu me disais, je sens qu'à chaque étape, je me nourris, mais dans un recoin de ma tête, il y a toujours cette petite voix qui me dit, et en plus tu peux oser, tu peux essayer parce que dans le futur, tu auras toujours l'héritage de ta maman et de ton papa. Encore papa et maman, oh là là. Ah, tu l'écris comme ça, hein, voilà. Je conscientise bien, et là tu me l'as souligné, je conscientise bien que mes différents héritages arriveront au décès de mes parents, mais une partie de moi, celle qui a la trouille, s'en fout du contexte funeste. Et j'ai beaucoup de mal avec ce sentiment. Ben oui. C'est-à-dire que tu mets de côté le fait que tes parents soient morts. Ouais. Et il y a une partie de toi qui est là, trop bien, la thune va tomber à un moment donné, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'occulte complètement que c'est lié à ça. Je le sais dans ma tête. Je le sais que c'est comme ça se passe légalement. Mais je n'y pense pas, en fait. C'est une partie, c'est juste l'argent va arriver.
Et j'arrive pas à vraiment intégrer, conscientiser que, oui, enfin bon, ok, l'argent va tomber, mais enfin, tes parents sont plus là, quoi. Et alors ? Et j'arrive, vraiment, ça c'est encore, voilà, ça c'est work in progress. J'ai pas encore réussi vraiment à mettre le doigt dessus, mais je trouve honnêtement qu'entre le moment où je t'ai envoyé ce mail et maintenant, j'y pense beaucoup moins. C'est vrai ? Beaucoup moins, ouais. Mais peut-être parce que j'ai lancé. lancé. Donc bravo, mais bien je joué. sais, mais vraiment, mais il y a tellement de choses qui se sont passées cet été, je te jure. Et là, à nouveau, pareil, j'ai l'émotion qui monte. Mais en vrai, je suis tellement reconnaissante, quoi. Vraiment. C'est passé tellement de choses. Et le truc, c'est que des événements, notamment, enfin, tu vois, les attentes que j'avais par exemple par rapport à mon père, qui ont été mis de côté, qui ont réussi à être digérées. Un équilibre que j'arrive vraiment bien à maintenir avec ma mère, ça je suis super contente aussi parce que je mets de la distance, ça me fait du bien et je pars plus dans ces réflexes de il m'aime plus. Je suis genre non, en fait je fais ma vie quoi et je me rends compte que c'est vachement chouette. Je découvre à 37 ans ce que c'est, tu vois, de monter ce projet. J'ai récupéré bien le shiatsu, je pratique, ça me fait du bien, ça fait du bien aux autres. Et donc, je suis en train de me nourrir et donc de lâcher cette espèce de pensée filet de sécurité au final. Plus tard, il y aura de l'argent. Je suis en mode non, en fait, je vais faire mon propre argent, en fait. Ça va venir de moi, quoi. Ça va être génial. Tu m'étonnes. Parce que j'avais l'impression aussi que ce qui se jouait pour toi, c'était en fait cette loyauté-là que je dois à mes parents aujourd'hui, à mon papa et à ma maman. En fait, elle existe parce qu'à un moment donné, il y aura l'argent. Et donc, en échange, entre guillemets, de cet argent, je me dois d'être loyal à eux, quoi. C'est ça ? T'es trop fort. C'est ça ? Oui. Mais c'est marrant parce que j'ai réalisé ça il y a pas longtemps, mais je l'ai pas encore je l'ai pas intégré. Donc le fait que tu l'énonces là, je fais purée, je réalise que oui. Je me suis restreinte dans l'expression juste de moi. Parce que il fallait être gentil pour pouvoir recevoir l'argent plus tard. Voilà, je l'ai dit tout haut. Et en même temps, comme tes parents t'ont parlé toute ta vie en fait, tu vas être notre héritière, inconsciemment, ils ont aussi créé ce lien-là, tu vois. C'est-à-dire, inconsciemment, ils sont aussi venus dire, en fait, à un moment donné, tu vas toucher notre argent. Notre argent. Je vais te dire un truc, oui. Et tu vas le récupérer. Et donc, en plus, j'imagine que tu as déjà écouté des épisodes d'Histoire d'argent avec des gens qui ont reçu des héritages et qui savent plus quoi en foutre, en fait, parce que c'est pas leur argent, c'est l'argent de leurs parents. Et donc, ils sont emmerdés, ils savent pas quoi faire avec. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter. On peut travailler ensemble. Petit coaching, je vais vous aider à dépenser cet argent que vous avez reçu. dont vous savez pas quoi foutre. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Mais il y avait ça quand t'as dit c'est notre argent. C'est là que je l'ai vu au final qu'il y a un rapport de... C'est pas... Parce que mon papa a souvent exprimé son amour en me donnant de l'argent. Ouais. Vraiment. Il était loin. Pas là. C'est comme ça. Voilà, oui. C'est comme ça que ça fonctionnait. C'est comme ça que ça fonctionne encore. Mais j'ai remarqué une fois, j'y ai repensé il y a pas longtemps, il m'avait fait un beau gros virement pour que je puisse refaire ma terrasse dans mon ancien appartement. Combien de sous ? C'était 5 000 €. Ok. Ouais. Et il me les avait donnés avant l'été, dans l'optique, j'imagine, que j'engage quelqu'un pour faire la terrasse durant l'été. Et je l'ai pas fait, j'ai fait d'autres choses. Enfin, j'ai fait ma vie, j'ai pas dépensé l'argent pour autre chose, mais voilà. Et puis en fin d'année, il m'a demandé si je venais passer Noël chez eux. Et puis, je sais pas, j'avais, j'imagine, d'autres choses prévues. Et donc, j'ai dit non. Et à Noël, j'ai reçu, on se faisait toujours des petits cadeaux via Amazon ou, tu vois, quand on se voyait pas à Noël. Et j'ai reçu des post-it. Et je l'ai bien senti après dans son... Et puis il m'a envoyé un message en mode Joyeux Noël, on est triste que tu sois pas là avec nous, mais on espère que on se verra peut-être au printemps quand tu auras refait ta terrasse. Et je sais pas pourquoi, j'ai établi une espèce de corrélation entre je t'ai donné l'argent pour faire la terrasse, tu l'as pas fait cet été. Je pense en vrai qu'il m'en avait parlé un petit peu en mode tu l'as pas fait, mais je lui ai dit non. J'étais pas venue le voir en plus. Il m'a offert des post-it, j'ai trouvé ça vraiment
what? Enfin, est-ce que tu essaies de me faire passer un message? Et puis le message, joyeux Noël, c'est dommage que tu sois là, et puis peut-être qu'on se verra quand tu auras fait ta terrasse. Et là, je me suis dit, oh, mais il m'a donné de l'argent pour que j'en fasse un truc précis. Et en plus, je suis pas venue le voir. J'ai vraiment eu ce sentiment, en fait, que je devais quelque chose. Dans l'utilisation et dans ma présence. Enfin, en tout cas, je sais pas si tu trouves que j'extrapole, mais vraiment, j'étais genre, waouh! Le lien est pas zinzin, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, le lien paraît assez simple à faire. Et tu m'étonnes après que tu aies du mal à recevoir. C'est-à-dire que, globalement, en fait, ce que ça dit aussi, c'est que quand ton père fait un cadeau, il fait un cadeau en échange de quelque chose que tu vas faire. Soit que tu fasses ta terrasse, c'est-à-dire que tu tiennes ta promesse, soit parce qu'en fait, globalement, cet argent-là, il aurait pu te le filer juste en te disant, bah tiens, en fait, t'en fais ce que tu veux après tout, hein, tu vois. Et soit, en fait, aussi que cet argent-là, finalement, ça veut dire tu vas venir nous voir, quoi. Donc, quoi, je fais le lien avec le fait que t'avais du mal à recevoir cet argent-là, c'est que en fait, quand on te fait un cadeau, c'est jamais un cadeau inconditionnel. Ouais. C'est un cadeau à condition. Un cadeau en condition, c'est pas un cadeau, les enfants, si vous nous écoutez. Non, c'est pas du tout un cadeau. Si vous faites des cadeaux en attendant quelque chose en retour, ça n'est pas un cadeau. Sachez-le, réfléchissez à pourquoi vous faites ce cadeau. Pourquoi vous attendez quelque chose en retour. Et je crois pas que ce soit un cadeau. Ouais. Et j'ai réalisé que j'ai fait ça il y a quelques années. J'avais tendance à offrir des très beaux cadeaux, offrir des très beaux restos. Parce qu'inconsciemment, je venais chercher de l'amour en retour, quoi. Bah oui. Ça va assez vite passer. J'ai compris que c'était ok. Qu'on m'aimait quand même. Oui. Oui. Bien sûr. En même temps, pour expliquer un petit peu la posture de ton père, tu vois, comme il disait, il se trouvait la troisième roue du carrosse. Bah, tu vois, je comprends aussi que pour lui, il travaillait beaucoup. J'imagine que c'était aussi une façon pour lui de trouver une place, tu vois, de gagner cet argent et de ramener cet argent. Et donc, pour lui, l'argent a toujours été une façon effectivement, comme tu dis, d'acheter l'amour, quoi. Tu vois, là où, en fait, par rapport à peut-être ta mère, il pouvait pas rivaliser, quoi. Tu vois, ne serait-ce que dans la fusion qu'il pouvait y avoir avec ta mère. Complètement. Forcément. Complètement. Il y avait pas de place pour lui. Il était là pour ça. Dans la vision de leur couple, je pense, sans commencer à faire la psychanalyse de mes parents, parce que. Ouais. Mais oui, c'était ça son rôle. Il était la figure paternelle, patriarche qui ramène l'argent et qui travaille. Et elle était mère au foyer, elle m'élevait et c'était elle qui donnait l'amour. Et voilà, c'était comme ça. Ouais. Comment tu t'en sors alors dans ton activité de shiatsu? T'arrives à gagner de l'argent, t'arrives à recevoir de l'argent de la part de tes patients. Comment ça se passe quand tu reçois cet argent? C'est une question incroyable, je trouve. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui joue pour toi? Je suis fière. Je suis fière et en fait, cet argent, c'est la rétribution pour la valeur que j'apporte. Et je trouve que je donne des bons soins. Et donc, on me rémunère pour ça. Et je trouve ça génial de pouvoir faire cette activité-là qui va en plus me rapporter de l'argent, d'avoir du sens et du concret, dans un monde concret, où il faut payer des factures. Ouais. Donc, tu peux gagner de l'argent et en même temps faire un job qui a du sens. Bravo. Ouais, c'est génial ça. Je pensais pas que c'était possible, c'est très chouette. Oui, c'est possible. Ouais. Bravo Nathalie. Merci Fab. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Mais oui, je trouve cette situation très particulière qui est toujours liée à un héritage. En fait, mon père s'est remarié et a redivorcé. Ok. Ouais, et donc il est resté 20 ans avec mon ex-belle-mère. Et je dis vraiment ex-belle-mère parce que, en fait, elle m'a adoptée. On peut avoir deux mamans, légalement, deux papas. Et c'était pour me permettre d'acheter mon appartement et donc de faire une donation du vivant plus importante. Et mon père a été, je pense, à la source de ce projet et je crois que donc l'adoption, on l'a fait toutes les deux pour faire un peu plaisir à mon père, en vrai. Ah, ok.
Et donc voilà, donc l'adoption a eu lieu, j'ai reçu un don et j'ai pu acheter mon appartement. Et là, la situation à l'heure actuelle, c'est que donc mon père est divorcé une deuxième fois. Moi, je suis toujours liée à cette femme. Et elle m'a mis dans le même panier, au fait, que mon père, et donc ne veut plus avoir de contact avec moi. Et en vrai, on en parle encore beaucoup avec mon père, et toujours sous ce prisme-là, ce que je trouve toujours très très gênant, c'est que peu importe qu'elle veuille, c'est lui, c'est ses paroles, et les paroles de sa nouvelle compagne, peu importe le fait qu'elle veuille plus de contact avec moi, selon la loi française, j'aurai toujours droit à 50% de son patrimoine à sa mort. Et donc le sujet est souvent amené, et c'est une personne qui a 20 ans de plus que mon papa, donc elle a 92, je pense, 93. Et il y a toujours même parfois un peu ce sens de l'humour. Enfin, mon père en parle avec un peu l'humour, en mode tu vas quand même récupérer de l'argent de tout ça, donc ce sera pas perdu tout ce qui s'est passé, quoi. Et je trouve ça super bizarre. Et voilà, parce que je n'ai plus du tout de contact avec elle. Elle n'en veut plus. Mais en attendant, légalement, c'est toujours ma mère, légalement. Et fiscalement, du coup, bah oui, toujours aussi. Donc il y aura aussi cet héritage de cette personne-là. Et je trouve ça vraiment bizarre. Elle a des enfants aussi de son côté ou... Non. Ok. Et ça te met dans quelle posture, toi ? Bah, ça va t'obliger à recevoir, c'est intéressant. Oui, mais c'est très bizarre parce que notre relation, tu vois, s'est détériorée. Et donc, je pense qu'il y a un truc qui se joue en termes de loyauté, en mode, oh là là, mais notre relation a plus du tout été enrichissante et apaisée, notamment pendant l'accident de mon papa. On s'est retrouvés juste à 2. Et ça s'est vraiment, vraiment détérioré à ce moment-là, quoi. Et du coup, il y a cette partie qui est quasi en dissonance, quoi. Je vais recevoir cet argent, et en même temps, on n'était pas bien toutes les deux, donc, elle voudrait sûrement pas, donc, tu vas me dire, il y a 1 milliard de manières de dépenser du coup cet argent pour autre chose si j'en veux pas. Oui. Mais je sais que c'est très bien. Moi, je m'en occuperai, t'inquiète pas. Oui, pas de problème, on fait ça, on se tient au jus. Non, mais c'est vrai, si vous avez des problèmes avec tout votre argent, envoyez-le-moi, vous inquiétez pas. Mais moi, j'ai appris à recevoir, j'ai travaillé ma relation à l'argent aujourd'hui. Je suis un être ouvert à l'argent, à recevoir l'argent. Tu vois, au moment où je l'exprime tout ça, je me dis, mais vraiment, pauvre petit problème de riche, quoi. Non, faut pas le voir comme ça. Je suis pas d'accord avec toi, parce que ça, tu vois, tu mets encore de la culpabilité, judéo-chrétienne, machin, tu vois. Problème de riche, je comprends, en fait, mais ça veut... Comment dire, je crois que j'avais un peu ce truc aussi avant d'interviewer des gens qui avaient de l'argent, tu vois, c'est juste, non, l'argent, en fait, ne règle pas tes problèmes. Il en règle pas mal, il en règle pas mal de problèmes matériels, mais il réglera jamais les problèmes émotionnels, c'est-à-dire qu'il réglera jamais le souci que t'as dans cette relation avec cette femme qui veut plus te parler aujourd'hui, et finalement, toi, après avoir grandi dans un truc où l'argent c'est l'amour, c'est un peu dissonant pour toi, je comprends que ce soit dissonant. Un petit peu. Comment ça, il y a de l'argent alors qu'il n'y a plus d'amour ? Comment c'est possible ? C'est ça. Ok. Et je t'invite à revenir, à m'envoyer un petit mail le jour où tu recevras cet héritage qui tombera, et on pourra en discuter ensemble de ta capacité à recevoir à ce moment-là cet argent. Certes, je comprends pourquoi c'est compliqué pour toi aujourd'hui de te dire putain, en fait, il y a cet argent qui va tomber. Mais bon, c'est aussi le choix de cette femme à ce moment-là de venir t'adopter, quoi, tu vois. Donc, elle a peut-être été forcée entre guillemets par ton père, mais forcée dans le sens où elle l'a peut-être fait pour lui faire plaisir, tu vois. Mais en attendant, elle a quand même pris cette décision-là, quoi. Ouais, ramener les responsabilités de chacun. C'est sûr. Exactement. Elle est aussi responsable de son côté que ton père l'est, que toi tu l'es, voilà, quoi. C'est très bien. Ok. Enfin, je crois, en tout cas. Oui, c'est vrai. Non, ça fait du bien. C'est vrai. Ça fait du bien à entendre, c'est sûr. Merci beaucoup, Nathalie. Où est-ce qu'on peut retrouver, parce que tu fais du shiatsu à domicile, c'est ça? Est-ce que tu veux que je mette un lien vers ton site, vers ta page Instagram, j'en sais rien. Oui, génial. T'es dans quel coin? Donc, je suis en Belgique, je suis en Brabant wallon, mais je fais aussi des soins sur Bruxelles. Ok, d'accord. Ouais. Eh bien, tu m'enverras ton lien, et comme ça, je le mettrai dans les notes. Si les gens veulent aller tester le shiatsu et te donner de l'argent qu'ils reçoivent. Merci, Fab. Merci à toi, c'était chouette. C'était
Ciao, ciao. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com.